Vendredi 7 mars, merci d'être avec nous pour un point de l'actualité dont en voici le sommaire. 7 mars 2011, 7 mars 2014, 3 ans que le Niger a enfanté dans l'euphorie un pacte républicain où sont censés aller se ressourcer les acteurs de notre démocratie. 3 ans, hélas, synonyme d'hibernation selon plusieurs observateurs de la scène politique nationale que vous entendrez dans ce journal. Beaucoup d'anciens travailleurs de la Somaïr et de la Cominac sont restés vivre à Arlit. Une vie précaire, celle de lendemains difficiles et beaucoup d'espoir ruiné. Une de nos équipes est allée à leur rencontre. Et puis cette brève ouverture cet après-midi même à Difa de la 35e édition du Sabre national. Les combats débutent demain pour une dizaine de jours de compétition. Que le meilleur gagne. Le salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage Sahel Niger 2014 suit son cours au palais du 29 juillet à Niamey. Nous y étions hier à l'ouverture et nous y sommes retournés aujourd'hui en cette journée dédiée au président de l'Assemblée nationale. Le président Mahamadou s'y est rendu, vous allez le voir, pour apporter soutien et encouragement aux exposants. Michel Deji et Aboubakar Souley nous en donnent les détails. Il s'agit pour le chef du Parlement nigérien, à travers cette visite, de constater de visu l'état d'avancement des travaux de ce salon qui est à sa deuxième journée d'activité. Partout où il est passé, le président de l'Assemblée nationale s'est enquéri des conditions de travail des exposants venus de toutes les 8 régions du pays dans le cadre de la valorisation de leurs produits locaux. Comme impression, je suis impressionné par la qualité et la diversité des produits que l'intelligence des Nigériens arrive à créer. Et je suis d'autant plus intéressé que on se demande pourquoi le Niger stagne dans l'insécurité alimentaire alors que au niveau des producteurs, il y a beaucoup d'initiatives et une multitude d'opportunités et d'offres qu'ils nous donnent. J'ai observé dans le même temps qu'au niveau de l'innovation technologique, de gros efforts locaux sont faits. Donc il s'agit pour nous de tirer une leçon de tout cela et de voir avec le ministère chargé de ça comment les mettre en relation, l'ensemble du producteur jusqu'au transformateur et à la commercialisation pour faire un réseau de réformes globales de notre système de production. Et les résultats des produits que nous avons observés montrent en tout cas que le Niger peut très bien s'en sortir sur le plan agricole et sur le plan de l'élevage. Parce que ce que nous avons, c'est très beau. Et probablement avec un soutien mieux organisé, on peut se sortir de l'insécurité alimentaire chronique. Pour les participants et les organisateurs de ce salon, cette visite du président de l'Assemblée nationale constitue un véritable motif de satisfaction. Depuis hier, nous n'avons pas manqué de soutien politique. Vous avez vu le Premier ministre, aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale. Nous sommes très honorés, la profession agricole est très honorée et je pense qu'ils n'ont pas été déçus. C'est quelque chose qu'il faut garder, restaurer, préserver, perpétuer pour les générations à venir. Le Niger a des choses à montrer qui sont très valorisables, qui sont très, capitalisables, qui peuvent nous rapporter beaucoup et qui peuvent permettre aux Nigériens d'avoir l'agriculture, l'hydraulique et l'élevage comme des gisements, comme des mines pour le pays. Nous lançons un appel à la population de Niamey et aux alentours de venir visiter le salon, c'est pour elle. Le salon n'est pas payant, les gens peuvent venir regarder les écoles. On a fait un programme pour les écoles pour apprendre les innovations, venir s'inspirer pour toutes les populations, pour toutes les couches socio-professionnelles du Niger. Le salon de l'agriculture est ouvert pour toutes et pour tous et nous leur souhaitons la bienvenue. Notons que dans la même journée, le ministre ivoirien en charge de l'élevage était aussi en visite à ce salon.
Le ministre Kabena Kouassi, se confiant au micro de la télévision Labari, a affirmé en substance être venu au Sahel Niger 2014 dans le cadre des liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays afin de s'inspirer des expériences du Niger dans ce secteur. Message à retenir, nous sommes tous conviés. Tenaces et infatigables, les structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger ont tenu un point de presse cet après-midi au siège du Rotab, une sortie médiatique pour interpeller les autorités afin qu'elles veillent à l'équilibrage du contrat minier entre l'État du Niger et le géant nucléaire français. Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou pour le résumé. Le Niger fait actuellement face à un niveau élevé de sécurité alimentaire et de malnutrition et doit gérer l'arrivée des réfugiés issus des pays voisins en crise, obligeant le Premier ministre à faire appel à l'aide internationale. Le Premier ministre est pourtant le Premier ministre du Niger. Le Niger, là, l'un des pays les plus grands producteurs d'uranium. Cela peut donc faire triste. Triste pour le Premier ministre de ce Niger, grand producteur d'uranium. Triste pour également le Niger et les Nigériens de savoir le Premier ministre obligé à faire appel à l'aide internationale alors que leur uranium est là. Au-delà de cette tristesse, Ali Idrissa, le coordinateur du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, arrive quand même à placer des mots et à estimer que le Niger doit pouvoir financer une partie de ses besoins liés à l'insécurité alimentaire avec les revenus de l'uranium, justement. Et dans cette optique, chaque million compte, ne croit pas si bien dire, Ali Idrissa, dans le contexte des difficiles négociations des conventions minières d'Areva avec le Niger. Et c'est exactement dans le contexte des difficiles négociations des conventions minières d'Areva avec le Niger qu'arrive à Niamey ce vendredi 7 mars le président du directeur d'Areva, ce même Areva qui, face à son refus d'appliquer la législation minière en vigueur au Niger, a tout d'abord entraîné la prolongation jusqu'en fin février, puis ensuite de façon indéfinie les discussions alors que ces contrats devaient être signés au plus tard le 31 décembre 2013. Et c'est ces manœuvres dilatoires d'Areva que dénonce Ali Idrissa, le coordinateur du ROTAB, qui, selon ces informations, Areva aurait réussi à échapper aux dispositions de notre loi de 2006 pendant cette période de négociation. Dans ces manœuvres dilatoires, Areva n'a donc pas d'intérêt à arriver rapidement à un accord, puisqu'aujourd'hui, Areva continue de bénéficier de ses privilèges fiscaux au Niger. Ceci expliquant cela. En effet, la loi minière de 2006 introduit un taux de redevance minière progressif et met fin à des exonérations sur les droits de douane et la TVA dont Areva profitait jusqu'ici. La fin des exonérations sur la TVA pourrait par exemple rapporter un peu plus de 9 milliards de francs CFA par an au Niger. Et au Niger de 2014, Areva ne peut pas rester au Niger sans respecter la loi, prévient en guise de conclusion Ali Idrissa, le coordinateur du ROTAB. Autant pour moi, il s'agit là d'un dossier de Issa Hamidou Miaki. Je disais donc que tenace et infatigable, les structures de la société civile unies pour la défense des intérêts du Niger ont tenu un point de presse cet après-midi même au siège de ROTAB. Une sortie médiatique pour interpeller les autorités afin qu'elles veillent à l'équilibrage du contrat minier entre l'État du Niger et le géant nucléaire français. Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou nous résument. Les cadres des structures de la société civile plus que jamais déterminés à lutter pour la défense des intérêts du Niger, notamment dans les industries extractives. Ces organisations profitent du séjour du président directeur général d'Areva au Niger pour interpeller les autorités nigériennes sur leur devoir de veiller à la défense des intérêts du peuple nigérien. Des Nigériens qui attendent les conclusions des négociations entre le Niger et Areva en cours sur la révision du contrat minier qui conste toujours. C'est donc consciente
du rôle historique que le sien et des enjeux économiques que présentent les dites négociations pour le développement de notre pays, que nous avons estimé et pensé qu'il était du devoir des structures de la société civile de mettre dans la corbeille, c'est-à-dire de côté leurs différends et de s'unir comme un seul homme, en vue de donner un contenu réel et concret à la volonté exprimée par les autorités de la 7e République, notamment le président de la République, de rééquilibrer les conventions minières, singulièrement celles qui les lient à Areva, dont la fin des conventions Cominac et Somaïr constitue en tout cas une occasion réelle. Mais notre surprise fut grande de voir les autorités politiques et membres du gouvernement de trouver normal le comportement de rébellion d'Areva, de refus d'application de la loi minière et faire feu de tout bois pour saper et freiner les différentes actions que nous avons engagées dans l'unique sens de défendre les intérêts du peuple nigérien en exigeant le respect de cette loi. Vous en conviendrez avec nous que notre action est la plus noble que puisse engager la société civile dans le contexte nigérien. Nous avons appris qu'Areva et le gouvernement nigérien auraient convenu de prolonger les négociations mettant entre parenthèses la loi minière en vigueur durant cette période de discussion. Et aussi qu'ils s'accordent également de réviser à l'occasion de la session parlementaire en cours en vue de prendre en compte les déshydratats de Areva. Nous croyons, jusqu'à preuve du contraire, à la parole donnée du ministre d'État en charge des mines, de veiller à la prise en compte des intérêts du Niger, notamment le respect de la loi minière 2006, qui ne saurait faire l'objet de débats selon ses propres mots. Quant au docteur Maïna Karté, il est revenu sur les dispositions qui prévoient la Constitution sur la gestion des ressources minières. Je pense que un État qui se respecte n'a pas à négocier l'étendue de sa compétence. Un État qui se respecte ne discute pas l'application ou l'applicabilité de ses lois et règlements ou bien de sa constitution. Nous sommes un État souverain. En discutant les modalités de notre cadre interne, c'est comme si nous discutons l'étendue de notre propre souveraineté. Et je pense qu'il y a des États africains qui ne peuvent pas admettre ces genres de négociations que nous sommes en train de faire. Le partenaire du Niger, s'il y en a un, doit se soumettre obligatoirement, n'est-ce pas, à notre cadre juridique. Et ce cadre juridique qui institue un régime fiscal et douanier bien déterminé doit être appliqué. Et l'inapplication ou bien la mauvaise application va constituer un autre cadre qui va nous obliger, nous les associations de défense des droits de l'homme, à exiger, n'est-ce pas, d'autres procédures. Les discussions entre l'État du Niger et le géant du nucléaire français Areva devaient en principe prendre fin en février dernier, mais elles auraient été prolongées pour une durée indéterminée. Continuons de parler Areva, la ritournelle de notre actualité. Nous l'annoncions donc hier, le président du directoire d'Areva, Luc Oursel, était attendu ce matin à Niamey. Eh bien, c'est chose faite, il est arrivé, a été reçu en audience par le président de la République, chef de l'État. Et à l'occasion, nous avons tendu notre micro à El Hadj Idi Abdou, acteur de la société civile, qui pense que ces ultimes négociations doivent se faire entre nos deux chefs d'État. Nous l'écoutons s'expliquer. L'affaire n'est pas entre Areva et l'État du Niger, l'affaire est entre le Niger et la France. L'affaire devrait être réglée entre le président de la République du Niger et le président de la France. Le DG d'Areva qu'il vient au jeu, c'est du folklore pour moi. Non, c'est du folklore, c'est une société française. C'est pas autre chose. Et je vous ai dit, quand ils ont chaud, c'est Sarkozy qui est venu. Donc, ce n'est pas une affaire de DG d'Areva.
le DG d'Areva, quand il y a signature, c'est que le sommet a arrêté, il peut signer. Mais moi, je ne vois pas le DG d'Areva pour apporter quelque chose dans les négociations. Dans tous les cas, ici, l'uranium est nigérien. Les radiations sont au Niger. Les victimes, c'est des Nigériens. Les Français ne sont pas victimes, au contraire. Ils utilisent l'uranium du Niger pour leur électricité. Autre espoir déçu, né il y a 3 ans, le 7 mars 2011, le pacte républicain, on s'en souvient, charriait et focalisait tous les espoirs. 3 années ont passé, dis-je, mais les espoirs sont déçus et les attentes plombées au dire de certains observateurs de la scène politique nationale. Ibrahim Tikiré est allé aux nouvelles et il nous en parle. Cela fait 3 ans que le pacte républicain a été adopté par les représentants des forces vives de la nation qui ont siégé au Conseil consultatif national CCN. À travers le pacte républicain, il s'est agi pour les représentants des pouvoirs publics, acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels, forces de défense et de sécurité, magistrats et auxiliaires de justice, professionnels des médias, citoyennes et citoyens nigériens de faire observer un corps de principes et de valeurs. Nous, Mahamadou Arzika, rappelle l'esprit qui a amené les conseillers du CCN à apposer leur signature sur le pacte républicain. L'idée, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous avons eu toujours la préoccupation de faire en sorte que dans ce pays, qu'on puisse trouver les moyens d'établir un pacte républicain national qui prend en compte un certain nombre de questions fondamentales et qui doivent gouverner nos rapports citoyens de notre République. Au-delà de la Constitution, qui en soi est un autre pacte républicain, c'est le contrat le plus important parce que c'est la loi fondamentale. On avait pensé qu'il était bon qu'on puisse se doter d'un pacte républicain qui est le produit d'un consensus de tous les acteurs, de toutes les couches sociales, j'allais dire l'ensemble des forces vives, tout ce qui constitue des forces susceptibles de pouvoir perturber l'ordre public. 3 ans après l'avènement du pacte républicain, les engagements pris par les différents acteurs sont loin d'être honorés. La situation politique actuelle de notre pays laisse croire que le serment solennel pour la stabilité et le meilleur devenir de notre pays est violé par la grande majorité des artisans du pacte républicain. En tout cas, la classe politique a travaillé sur le pacte républicain. Et d'ailleurs, je me souvenais, on a dit que c'est le président de la République qui devrait être garant de ce pacte républicain. Par rapport à la classe politique, je pense que le constat est amer et c'est un constat. Nous avons, et nous assistons encore à des propos, à des polémiques inutiles dont le Niger n'a pas besoin. Nous, c'est le développement on veut. On veut que les citoyens comprennent que la démocratie, c'est vraiment bien. Pour que la démocratie soit bien pour les citoyens, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à jouir des besoins de base. L'eau, l'école, la santé. Permettez aux citoyens de jouir de cela. Tant que le citoyen ne joue pas de cela, mais en quoi ça le concerne la démocratie? Je pense que ce qui est un problème, c'est que 3 ans après, aujourd'hui, personnellement, je suis resté sur ma faim. Parce que je constate que les engagements pris par les uns et les autres ne sont pratiquement pas respectés. Tous ces engagements-là sont presque oubliés depuis le jour où ils ont été signés, en fait. Et ce qu'il y avait lieu de faire pour être dans la position de privilégier l'intérêt national, privilégier l'intérêt pays, privilégier notre volonté de bâtir ensemble une nation unie, industrieuse et prospère, qui fonctionne selon les règles républicaines assises sur des principes fondamentaux que nous avons repris dans la Constitution.
Parmi les garants de ce pacte républicain, le président de la République qui doit veiller au respect du code d'éthique et de bonne conduite afin que chaque acteur joue sa partition et assume ses responsabilités historiques, individuelles et collectives dans le devenir de notre pays. Attendu pour ce matin, le délibéré à propos de notre confrère Ousmane Dambaji, directeur de publication du journal L'Union, a été reporté au 17 mars prochain. Motif, l'absence de son avocat à l'audience parce qu'étant lui-même entendu par la police judiciaire sur une autre affaire. Le président du MPCR, Nuhu Mahamadou Arzika, nous apporte ces précisions. Dans les discussions qu'ils ont été amenés à faire, entre lui et Maître, ils se sont entendus sur un montant et qui devait lui permettre de pouvoir faire le déplacement de Ningimi. Parce que vous quitter Niamey et aller à Ningimi pour assister un client et assister le client en comparution devant le juge d'instruction, vous imaginez que Niamey et Ningimi, c'est ce que ça représente du point de vue de la distance et de ce qu'il a à faire. Donc entre lui et Maître Lewan, ils se sont entendus sur pratiquement un forfait où Maître a accepté de lui faire ça comme cadeau, quoi. Et donc et sur la base de ce truc-là, ils se sont engagés et Maître Lewan est allé 2 fois de Niamey à Ningimi pour aller dans le cadre de ce dossier et finalement compte tenu du calendrier du juge en question, parce qu'il y a eu les mouvements des juges et donc le juge d'instruction a été remplacé et lorsqu'il est venu y aller la première fois, ils n'ont pas pu se rencontrer. La deuxième fois, le nouveau juge qui est arrivé n'ayant pas pris connaissance du dossier, le monsieur a voulu que Maître Lewan, malgré tout, sans qu'il y ait une première comparution et une première audition devant le juge d'instruction, il a voulu que Maître Lewan fasse une demande de mise en liberté provisoire. Il lui a fait remarquer que professionnellement, il n'essayait pas qu'on puisse faire une demande de mise en liberté provisoire alors même qu'il n'y a pas eu la première audition devant le juge d'instruction et qu'il fallait bien avoir le temps d'attendre que ça puisse se faire. Bon, maintenant quand ils ne se sont pas compris sur cette question, le monsieur a cru qu'il a été escroqué et il a estimé que Maître refuse de faire ce qu'il veut et donc il a porté plainte pour escroquerie contre Maître Lewan devant le procureur. Le procureur, dans un premier temps, a envoyé le dossier au barreau et vous savez, au barreau il y a la bâtonnière avait été saisie du dossier. Lorsqu'elle avait été saisie du dossier, Maître Lewan, en raison des relations qu'elle a et exécrable avec la bâtonnière, il a estimé qu'il ne veut pas accepter qu'elle prenne connaissance de son dossier conformément au texte. Il a récusé la bâtonnière et normalement donc de ce point de vue la bâtonnière devait faire connaître le dossier au Conseil de l'ordre et qui doit pouvoir désigner le plus ancien d'entre eux pour connaître du dossier et que Maître puisse communiquer avec lui pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette question-là. Maintenant, comme la bâtonnière n'est pas contente de la façon dont Maître a dit la récuser, donc elle a préféré ne pas en parler au Conseil de l'ordre et elle a renvoyé le dossier au procureur comme quoi ils n'ont pas pu trouver une solution au niveau du barreau et qu'il doit engager une procédure judiciaire pour gérer la question alors qu'il s'agit d'un contentieux civil. La vie des anciens travailleurs de la Somaïr et de la Cominac à Arlit s'invite dans bien de débats et suscite beaucoup de polémiques. Et nous y avions pensé à la Bari. Une de nos équipes s'y est rendue, en effet, et témoigne de cette vie si pénible, si triste. Un reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi, notre mascotte du jour. El Haja Gumbi Garanke, ancien minier de la compagnie minière d'Akuta Cominac où il a travaillé pendant 17 ans. Après 17 années de carrière, il a pris sa retraite dans les années 90. Et depuis, il souffrait de certaines maladies qui seraient liées à la radioactivité, une des conséquences de l'exploitation de l'uranium. El Haja Gumbi, atteint aujourd'hui par l'âge, est couché chez lui il y a environ 22 mois. Il m'a dit,
Maintenant, on te fait sortir dans les pioles, on te fait coucher dehors, sans couverture. À ce moment, je ne peux même pas. Je ne peux même pas parler. Talibé, un autre ex-salarié de la Cominac pendant plus de 10 ans, est dans sa 8e année également de maladie. 8 ans qui ne s'est pas déplacé hors de sa concession. En 77, je malade Aujourd'hui, le seul regret des ex-minés, c'est le manque de la prise en charge sanitaire. Tout celui qui a quitté ces deux sociétés-là, il a un beau regret pour les soins. C'est ça ce qui a amené à nos collègues. Il y a certains d'entre nous qui sont assis. C'est-à-dire ils ne bougent même pas pour pisser, pour chier. Ils sont assis. Actuellement, je suis maladif parce que j'ai un contrôle à chaque mois ou bien chaque 2 mois. Hein? Voilà l'exemple. Ça, c'est l'examen que je passe à la Cominac à chaque mois. Mais maintenant, ils m'ont donné un examen le 27 mars. Dans cette zone-là, il y a plusieurs sortes de maladies. Hein. Vous allez trouver quelqu'un bien portant, il marche, il peut se déplacer, mais il ne parle pas. C'est-à-dire la tête, elle est détruite, il est là seulement comme comme un clown. Ça ne fait pas longtemps un travail de sommaire est décédé alors qu'il a un rendez-vous bien précis au Maroc. Ils ont refusé de repartir, il est décédé, ça ne fait pas 2 mois de cela. Nous avons accepté d'aller de l'exploratoire là, nous avons accepté de faire les visites. Ils ont promis beaucoup de choses. Ils ont dit qu'ils vont amener des techniciens qui vont voir les anciens travailleurs. Une chose est sûre, un minier, avant d'être dans une mine, tu vas sur une visite médicale. Dans plus de 600 personnes, il n'y a que 200 qui ont vu le docteur. Et quand ils ont constaté qu'il y a une maladie améliorée dans notre santé, après notre fonction de mine, ils vont nous soigner et nous dédommager. Jusqu'ici, moi je confirme, jusqu'ici, nous sommes l'association des anciens miniers et nous sommes à Arlit. Et ceux qui ont fait la visite, même un franc arrivant n'a pas versé. Pourtant, un observatoire de santé a été créé qui, selon les anciens miniers, n'a servi à rien. Cet observatoire de santé-là, nous, on n'en a pas, on ne bénéficie jamais. Parce qu'il y a des gens qui sont malades. Actuellement, le docteur les a mentionnés et par négligence même de les amener dans les endroits où il faut, un est décédé avant de quitter. Parce qu'il est très grave, gravement malade. Il est gravement malade. Et d'autres, un d'entre eux, jusque-là, il est à Niamey. Au vu de l'ampleur de la situation et des risques auxquels sont exposés les travailleurs des mines d'uranium et la population d'Arlit, l'ONG Agri-Humaine active dans le domaine minier exige une étude épidémiologique et radiologique de la zone. Si effectivement ces maladies bizarres qu'on a trouvées dans ces années 99 et 2000 sont liées à l'uranium. Mais maintenant, c'est cette étude qui bloque. Arriver à donner certaines réponses à ces 2 questions qui sont donc les plans compteurs de la ville d'Arlit et en même temps l'observatoire de santé, mais qui n'ont jamais fonctionné. Visiblement, les anciens travailleurs de la Somaïr et de la Cominac gardent encore un mauvais souvenir de ces 2 sociétés. Ces ex-miniers qui sont entre la vie et la mort ont besoin d'être soutenus. Des témoignages poignants. La 9e édition du Festival international de la mode africaine FIMA, c'était il y a quelques mois, souvenez-vous, à Niamey, et ce fut une réussite, nous le savons également. Et hier soir, au Grand Hôtel de Niamey, l'on a solennellement remercié l'ensemble des partenaires et le promoteur Al-Fadi leur a témoigné de toute sa gratitude, nous rapporte Adamou Soumana et Sadoudoumi. Cette cérémonie ayant regroupé autour du promoteur du Festival international de la mode africaine ses différents partenaires
marque la consécration des personnes physiques et morales qui ont contribué à la réussite de la 9e édition de ce grand rendez-vous de la mode. Occasion pour le sieur Alfadi de remercier de vive voix l'ensemble des partenaires pour leur appui constant. Pour le ministre de la Culture, quoi de plus normal que le gouvernement apporte le sien pour la réussite de cet événement qui fait la renommée du Niger. C'est le lieu de féliciter ici notre compatriote Alfadi, grand créateur et formateur de créateurs, pour son engagement à disséminer la dimension économique de la culture. Mesdames et messieurs, au terme de mon adresse, j'exprime ma profonde gratitude aux partenaires de la 9e édition du FIMA qui ont su relever les défis qui s'annonçaient pourtant très difficiles. Des partenaires de taille à l'image de Iman Communication et l'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger se sont pour leur part engagés à soutenir davantage Alfadi dans sa politique pour le rayonnement de la culture nigérienne en particulier et africaine en général. Le succès du FIMA ne s'est pas démenti sur les presque 20 dernières années. Orange a eu la chance d'accompagner le FIMA sur maintenant 3 ou 4 éditions. Et quels que soient les indicateurs que l'on considère pour mesurer le succès du FIMA, qu'il s'agisse du nombre d'artistes présents, qu'il s'agisse de la diversité de la création artistique, chez Orange, on a un indicateur qui est l'audience qu'il y a eu sur le portail Star Africa, qui est en fait le portail d'Orange partout en Afrique. Sur les 2 dernières éditions, le FIMA a recueilli le plus fort taux d'audience. Orange est tout à fait disposé à poursuivre ce partenariat et je pense que tous les partenaires qui sont là témoignent également de sont engagés pour les années qui viennent. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'assistance s'est retrouvée dans les jardins du Grand Hôtel autour d'un pot, tout en suivant une projection sur les temps forts de la 9e édition du FIMA. Ainsi prend fin ce journal. Je vous retrouve dimanche, si Dieu le veut. Merci et excellent début de week-end en notre compagnie. Au revoir.